Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique et on se retrouve pour le fameux bilan de l'année 2019. Comme pour les années précédentes, il n'y aura pas de classement à proprement parler. Chaque film a ses qualités, ses défauts et finalement on finit par tous les apprécier pour différentes raisons. A noter que beaucoup de films manqueront probablement, car clairement je n'ai pas eu le temps de tous les voir, comme par exemple tous les films de Netflix. Eh oui. Mais vous verrez, il y a largement de quoi faire. L'ordre d'apparition ne sera évidemment pas anodin, mais c'est plus une façon de construire un raisonnement de cohérence globale. Alors, c'est parti. Qu'avons-nous sur cette fameuse liste ? On commence avec Arctic, film sur lequel j'ai fait une vidéo avec l'excellent Mads Mikkelsen qui porte littéralement le film sur ses épaules. Avec un récit initiatique d'une montagne déifique dont la volonté de vivre est seul miracle des obstacles. Ensuite, nous avons Alex et le destin d'un roi, petit film britannique passé totalement inaperçu et considéré pour les enfants ou la famille. Mais ça, c'est décrire la forme du film, pas ce qu'il contient. C'est un film d'une lucidité assez folle sur le monde réel, alors que paradoxalement, il parle d'un mythe. C'est rempli de dénonciations, de métaphores, mais fait avec humour et dérision. C'est un film en fait très mature et intelligent dans ce qu'il propose. Et pour une fois, on ne prend pas les gosses pour des cons, bien au contraire. Le rapport entre l'adulte et l'enfance est d'une grande justesse, et le personnage incarné par Patrick Stewart est juste énorme. On n'est pas replongé en enfance, mais on retrouve cette énergie et tout cet entrain qu'on pouvait avoir enfant envers l'avenir. Ensuite, on a le Chardonneret, adaptation d'une œuvre littéraire se déroulant sur plusieurs années, de comment les différentes couches de l'individu s'édifient, se fabriquent à travers les causes et conséquences de la vie, ce qu'on affiche, ce qu'on dissimule. Il y a pas mal de personnages qui apparaissent, réapparaissent, tous entremêlés les uns aux autres, ce qui offre beaucoup d'effets miroirs. Et la beauté ou la poésie réside dans le mystère d'une toile qui a disparu, et dont tous les personnages ou leurs situations vont s'articuler autour de ce tableau et de ce qu'il évoque, de ce qu'il signifie pour chacun, qui peignent petit à petit les couches de leur liberté, de leur vérité. Vient ensuite La Mule, film que j'ai vu avec les amis Peggy, Steve, auquel on a fait un retour vidéo. C'est un film témoin ou testament comme on a pu le dire, qui parle avant tout de la vie de Clint Eastwood, son comportement autant dans sa carrière que sa vie plus personnelle. Ça parle de ce qui est vraiment important et duquel on peut passer à côté en profitant de la vie comme on pense qu'elle est, ou comme échappatoire. Ça parle des regrets, du pardon, de ce qu'il reste derrière soi, et du temps qui nous rattrape, qui passe et nous dépasse, et auquel on ne peut réchapper. C'est au tour de Vice ou de Vice, un film que j'ai beaucoup apprécié pour un personnage plutôt décrié. Là où il excelle, ce sont dans toutes les métaphores qu'il utilise pour critiquer ou simplement décrire ce que sont les gens, comment ils pensent, comment ils fonctionnent, et que ce sont ces façons d'être qui permettent ce qu'il parvient à accomplir. Rien que le début parle de lui-même, que les gens vont dans des lieux pour se vider la tête, s'éclater, et que personne n'a envie ni le temps d'analyser les choses, de réfléchir en profondeur sur leur existence. Situation que l'on retrouve exprimée tout au long du film sous une multitude de formes et de situations qui en font un film d'une grande richesse, au-delà de son biopic. Et enfin, un film du début d'année, Creed 2, qui développe tout un tas de thématiques, notamment celle du père qui est omniprésente et ce pour tous les personnages. Il y a dans ce film une force qui se véhicule à travers le langage du corps, et de tout ce qu'il a alimenté, constitué. On parle d'héritage, de réconciliation, d'acceptation, de nouvelles générations, avec beaucoup d'effets miroirs avec les films Rocky, qui renoue et résout les échecs de son personnage. Chacune des apparitions de Stallone reste très touchante, car tout est dans son regard, il porte sur lui les émotions de toute une vie. Et ils sont parvenus à donner de la profondeur au personnage de Drago et de son fils, qui se trouve embarqué dans un combat qui ne le concerne pas à la base. On sent toutes les douleurs du passé qui pèsent sur lui, son père, sa mère, son pays, et limite, le combat final aurait tout aussi bien pu tourner dans l'autre sens que j'aurais été satisfait. Creed reste clairement en avant, alors qu'ils auraient vraiment pu créer cet effet d'égal à égal en rajoutant quelques scènes supplémentaires, et ce combat final aurait été des plus déchirants. Mais ça reste excellent, et la scène d'ouverture parle d'elle-même.
Comme on le dit dans le film, c'est une tragédie grecque et shakespearienne d'un destin entre deux fils qui rejouent le combat de leur père à travers le temps. Les prochains films sont des blockbusters, comme on aime à le dire. Le premier est le dernier, Avengers, dont j'ai fait une longue vidéo en développant tous les personnages, donc je ne reviendrai pas dessus. Il y a des choses qui peuvent gêner et interpeller, mais ça reste un film hommage, qui termine un arc d'une dizaine d'années, ce qui n'est pas rien. Et quand on a vécu l'aventure, on ne peut qu'être touché par le destin de ces personnages. Et le second est Godzilla, le roi des monstres, film qui m'a convaincu par sa grandeur et son ampleur, son rapport des échelles entre les créatures et les humains. Il y a une force de déploiement visuel et sonore qui a transpercé ma salle IMAX. Et il y a tout un tas de thématiques, de références, une mythologie qui se développe, des séquences et combats épiques et iconiques, et une forme de sacralisation dans certains plans. Les créatures ne sont ici que métaphoriques, représentant les émotions des personnages et du combat intérieur qu'ils se livrent. Chaque créature peut être perçue comme la projection ou l'extension d'un des personnages du film. Et selon les conversations ou les situations dans lesquelles ils se trouvent, les créatures en sont l'expression, agissant en conséquence. Il y a tout un langage symbolique de création, de destruction, d'essence et de renaissance, un processus de transformation physique et psychique, de la multiplicité culturelle reliée dans l'écosystème par une symbiose unique. C'est un film fluide et lisible d'une puissance assez colossale et qui nous place dans une situation d'impuissance. En termes généraux, c'est évident que les blockbusters sont considérés comme tels et d'une certaine façon ne sont pas pris au sérieux, car ils seront forcément remplis d'attentes, de débats interminables en amont, ou d'un trop-plein de connaissances qui empêchent de se plonger réellement dans une nouvelle proposition, et qui sont finalement toujours, non pas libérés-délivrés, mais pesés et emballés dans le packaging de leur franchise. Et ce, sans voir la richesse qui se dissimule derrière le maquillage du divertissement. Un syndrome à la Ready Player One qui reste finalement itinérant au genre du blockbuster. Deux autres films qui sont faits avec un grand amour des œuvres de son auteur, nous parlons de Ça chapitre 2, que j'ai eu le grand privilège de voir avec mon très cher ami Romain Rimbaud, une expérience fascinante et passionnante dont on a fait un petit retour. Alors c'est une très bonne suite qui d'ailleurs n'est pas à prendre comme telle mais comme le morceau d'un même puzzle formant un tout. On sent que Muschietti s'est vraiment fait plaisir pour faire ce film. Que ce soit le clown ou cette belle histoire d'amitié assez rare puisqu'il s'agit d'un groupe entier, c'est vraiment prenant. Et je n'en attends qu'une chose, le fameux montage où l'on unifierait les deux en un à l'image du livre, qui à mon avis pourrait vraiment apporter une autre façon de lire cette œuvre. Puisque les deux aventures, les deux histoires se chevaucheraient dans un jeu d'écho et de résonance plus prononcé, plus poussé sur les enjeux intérieurs et extérieurs de chacun. Et la deuxième adaptation, toujours du même auteur d'origine, est Dr. Sleep de Flanagan, qui s'est totalement approprié cette œuvre par le rythme, par son ambiance, ses personnages, et en a fait quelque chose d'assez fou. À la fois pour Stephen King, mais surtout pour lui-même en y insérant toutes ses préoccupations. C'est un film assez surprenant dans ses scènes de confrontation, sur le pouvoir de l'esprit, de l'imagination, sur la représentation de celle-ci. C'est une lutte mentale et invisible dans la chambre des secrets, où ce qui est passé cherche à se prolonger en se nourrissant de la nouvelle génération. Il y a cet effet de transition, d'opposition entre les différents camps. Avec d'un côté ces nomades qui sont dangereux et doivent être arrêtés, mais de l'autre ils sont l'incarnation d'une époque révolue qui préserve la nature, la culture, et qui ne subsiste qu'à travers la mémoire. Il y a plusieurs étapes dans le film avec différentes utilisations du Shining. C'est vraiment une réussite. Alors on va changer un peu de pays en parlant de films français, avec deux très bons films, Le Chant du Loup et Les Misérables. Le Chant du Loup est très surprenant et captivant, que ce soit l'interprétation, la réalisation, l'image ou particulièrement le son. On est en pleine immersion et en émotion. C'est un huis clos anxiogène avec une histoire très prenante et éprouvante. Et le final est de toute beauté. Il en va de même pour Les Misérables qui nous plongent dans une tension qui ne cesse de croître et de s'intensifier de scène en scène.
et qui laisse au final la salle dans un silence qui en dit long. C'est cette progression silencieuse et sinueuse qui en fait un véritable tour de force, avec un sujet d'actualité et de grande complexité qui nous est livré avec objectivité. On a eu de très bons films français cette année, alors j'en ai manqué plusieurs, comme par exemple L'heure de la sortie qui semble vraiment avoir marqué, mais j'en ai relevé plusieurs. Les Fauves par exemple, un film qui ne plaira à personne et on comprendra facilement pourquoi, mais qui possède un propos sur une époque où il n'y a plus de but, plus d'intérêt. Tout est déjà connu, il n'y a plus de mystère. Et c'est à travers cette jeune adolescente qui va prendre en main cette tentative de créer un nouveau mythe, pour tenter de libérer et renouveler ce qui donne du sens à l'existence. Il y a aussi Mon Inconnu, une comédie romantique un peu fantastique qui rappelle par son rythme, son ambiance, son autodérision, le style des comédies anglo-saxonnes. Rien de fou, mais ça fonctionne. Il y a aussi Duel, un thriller dramatique avec un sujet vraiment difficile sur la perte d'un enfant et de comment on peut parvenir à le gérer. C'est plutôt bien mené et traité, et principalement grâce à ces deux actrices de talent qui doivent jongler constamment entre les nuances complexes des émotions contradictoires de leurs personnages. Un autre thriller qui m'a beaucoup plu, c'est 3 jours et une vie, qui raconte l'histoire d'une tragédie que l'on suit à travers le regard d'un enfant. C'est l'histoire d'une disparition, d'un simple geste anodin où tout bascule, et qui se rattache à la fameuse tempête de 1999. On joue sur le temps qui passe et qui nous rattrape, on déblaye les décombres tout en faisant remonter à la surface des vérités. D'un petit fait divers, on construit une histoire qui n'est pas et ne va pas du tout là où on le penserait. Un autre auquel je pense, c'est l'incroyable histoire du facteur cheval, qui n'est pas juste une belle histoire d'amour, mais un véritable dévouement à la beauté de celle-ci, du lien avec la terre, avec les êtres qui nous sont chers. C'est un film hors du temps et profondément axé sur l'humain, son authenticité, sa sensibilité, sa volonté, et comment un homme, après plus de 30 années, parvient à réaliser son rêve, construire un palais idéal pour sa fille. C'est tout simplement prodigieux. Et le rôle de la femme également est tout aussi admirable, étant elle-même considérée comme une bâtisse pour son mari. Et je pense à un autre film hors du temps, véritable ovni absurde et bizarre, Le Daim de Quentin Dupieux, qui place une ambiance déconcertante entre rire et délire. C'est aussi sérieux que loufoque, et cette double nature s'enfile comme un gant pour Dujardin. Je trouve ce rapport à l'animal, au daim, hallucinant. C'est une forme de rupture, de retour à l'origine. Il se transforme par cette nouvelle couche, nouvelle peau qui porte en plus des messages de plus grande ampleur. Et le film en lui-même semble avoir été fait avec les moyens du bord, sciant parfaitement à cette nature, cet animal, par rapport aux productions plus synthétiques, ou la ville d'où le personnage provient. Le prochain film va beaucoup faire rire car il s'agit de Nicky Larson de Philippe Lachaud, qui est aussi dingue que ça puisse paraître, peut-être l'une des meilleures adaptations cinématographiques d'un univers de manga ou d'animé, qui souvent ne sont pas du tout pris au sérieux et ça donne ce que ça donne. Mais ici, paradoxalement à la comédie omniprésente, l'univers est non seulement pris au sérieux mais il est parfaitement compris. On le voit surtout dans la relation de Nicky et Laura, très bien représentée dans sa finesse, sa subtilité sous-jacente. Et pour ceux qui connaissent vraiment bien l'anime, on a juste l'impression de suivre un épisode officiel de la saga. Et ça, c'est sans compter l'ingéniosité ou les idées de mise en scène qui peuvent totalement surprendre parfois, comme la scène en vue FPS. Qu'est-ce que ça vient faire là? Énorme! Il y a de plus tout un hommage à d'autres animés du club Dorothée et à Dorothée elle-même. Ils se sont clairement fait plaisir et ça se sent que c'est fait par un passionné et avec passion. On parle d'anime de Japon, et bien ça tombe bien avec les 2 prochains films. Le mystère des pingouins qui suit l'histoire d'un jeune prodige, si on peut dire, qui est intelligent et a déjà pensé et préparé toute sa vie. Bien sûr, il va être confronté à des mystères qu'il va devoir résoudre, notamment les pingouins et une étrange boule bleue, nommée la mer.
Ces intrigues vont se mélanger à ce qui manque à ce jeune homme, le lâcher-prise et l'émotionnel de son âge, de son innocence qui le conduit lentement mais sûrement vers l'adolescence. Le pingouin est une route que l'on emprunte et qui mène vers ce que chacun aura résolu de lui-même. Le deuxième parle aussi de la mer, mais sur un tout autre registre. Il s'agit des Enfants de la mer, un film tout simplement époustouflant. C'est une merveille graphique et esthétique. L'animation, les couleurs, les nuances bleutées sont sublimes. On en prend plein la rétine. Sans oublier la musique d'Isaichi, le compositeur d'un très grand nombre de films de Miyazaki. D'une simple histoire qui semble plutôt écologique, on s'élance vers une incroyable aventure autant métaphorique, symbolique que philosophique. Une œuvre qui n'est vraiment pas facile d'accès tant la complexité de ce qui est dépeint est sidérant. Ce film est tout simplement une odyssée à travers l'océan de la vie, une fable onirique, mystique et poétique qui nous transporte au plus profond de nous-mêmes. De la mer et de l'univers, la source de toutes les magies. C'est un voyage autant émotionnel que spirituel. Je crois que rarement un film n'aura été aussi loin dans la compréhension et le sens métaphysique de ce qui nous unit tous les uns aux autres. Restons sur les animations avec Minuscule 2, qui reste un film remarquable par sa fraîcheur, sa candeur, sa sensibilité, son inventivité. C'est un film qui prend son temps et cherche constamment à nous surprendre, nous émerveiller par l'ingéniosité de son animation et de ses trouvailles. Cette idée d'observer le monde par le minuscule est juste brillante. Une belle histoire de solidarité, d'amitié, un message d'humilité porté au cœur du spectateur, et ce sans le moindre dialogue. Ensuite, Le Parc des Merveilles, un petit film sans prétention et qui nous plonge dans une relation mère-fille qui fabrique un parc aux 1000 couleurs et aux animaux les plus fous. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais le film possède plusieurs niveaux de lecture qui s'imbriquent l'une sur l'autre. Et ça enrichit la perception et le sens de toutes les histoires que l'on imagine ou que l'on raconte en tant qu'adulte. Puis vient Toy Story 4, véritable prouesse de l'animation Pixar avec tous les ingrédients qui ont fait la saveur des 3 volets précédents, tout en amplifiant son récit avec de nouvelles intrigues, de nouveaux personnages marquants comme Gabi Gabi. Ce volet conclut cette grande aventure avec la dernière croisade de Woody qui trouve ici sa plus grande résiliation. Et le dernier film d'animation qui m'a totalement embarqué avec lui, J'ai perdu mon corps, dont presque toutes les scènes contiennent une idée avec la main. Comme si la vie devenait une confrontation mais aussi une contemplation à travers ses 5 doigts, ses 5 sens. La main, c'est ce qui montre, démontre, prend, donne, console, construit. C'est un voyage purement sensoriel qui nous fait passer par diverses phases émotionnelles tout en réfléchissant sur la notion du destin, pour le tromper, le duper, par l'imprévisibilité, la lucidité. Et cette petite scène excellente avec la mouche au début ne prévoit pas là où elle est, mais là où elle sera. Viser à côté pour l'attraper, la saisir. C'est un film magnifique dans lequel on se laisse totalement happer. Et toute l'histoire s'en trouve décuplée par les sensations et la perception de ce point de vue totalement unique. Revenons sur des films pour la dernière ligne droite, avec 3 films qui sont dans la même optique que le Parc des Merveilles, mais d'une manière beaucoup plus aboutie et surtout d'un tout autre genre. Avec Bienvenue à Marwen, Glass et Rocketman. Ce sont des personnages qui fuient la réalité en les conduisant dans un pays imaginaire, mais qui n'est pas fictif comme on le pense, et qui au contraire traduit la réalité sous un langage plus accessible, plus compréhensible. La fiction n'est que la projection des émotions qui nous permet de nous faire ressentir ce que vivent les individus au quotidien, leur réalité, leur vérité qui demeure invisible aux yeux de tous. Bienvenue à Marwen n'a pas du tout convaincu alors que le film est d'une richesse affolante et Zemeckis démontre que l'imagination peut rétablir et même clarifier l'esprit humain. C'est de la pure introspection à la Inception où l'on tente de se guérir par la mise en scène, tel un réalisateur ou un artiste.
C'est aussi donner un sens véritable à toutes les histoires qu'on raconte ou de la nature même du cinéma. Qu'elles sont toujours le reflet d'une réalité, d'une vérité, mais c'est à nous de traduire le langage métaphorique des genres et des formes pour remonter à la surface la forme d'origine, le visage sous le masque. Il y a presque cet effet Odyssée de Pi avec les différentes façons de raconter une histoire. Un film que Shyamalan a d'ailleurs dû beaucoup apprécier. Et dans la forme du registre de glace, le personnage de Bienvenue à Marwen aurait totalement eu sa place, faisant lui aussi partie des estropiés, des broyés de la vie, faisant de lui un être d'exception. Glace est la fin d'une trilogie parfaitement maîtrisée par l'acharnement de son réalisateur à qui l'on a toujours mis des bâtons dans les roues, qui s'est vu rabaissé et dévalorisé par les gens, par Hollywood, comme la secte qui tente d'empêcher la progression et l'expression du potentiel. Mais quelque chose l'a toujours déterminé à poursuivre. C'est une œuvre très personnelle que nous livre Shyamalan sur son parcours, et ce qui lui a permis de finaliser son projet de trilogie après littéralement 20 ans. Il aura mis tout ce temps pour s'évader de sa prison de glace. Il y a aussi tout un jeu sur le fait de devoir prouver, expliquer ou rationaliser les choses. Et Glass dit quelque chose d'excellent, qu'on peut expliquer une chose, mais ça change en rien cette chose, qui existe indépendamment de son explication. C'est comme un tour de magie, on sait qu'il y a un truc, mais on est quand même impressionné. Shyamalan joue constamment avec le spectateur, qui se trouve lui-même à projeter sur le film une imagination. On fantasme des éléments de fiction, mais qui n'est pas la réalité. Il y a tellement de lectures variées et possibles sur les séquences du film, de questionnements sur l'essence même de l'identité. Et c'est un vrai plaisir d'avoir pu suivre les aventures de ces trois acteurs démentiels réunis sur un même film. Et ce que vit le personnage dans Rocketman, contrairement aux deux autres films, ne reste pas à l'intérieur et cloisonné, mais est projeté vers l'extérieur pour le rendre visible. C'est dans la souffrance qu'une puissance créatrice s'est manifestée. Et ce qui est fou, c'est que c'est en se dissimulant à lui-même qu'il a pu se sublimer et se faire aduler dans l'art, la mise en scène, le spectacle. Tout comme pour Marwen, c'est une longue session thérapeutique où le personnage vêtu de son costume d'ange déchu fait tomber les masques à mesure que l'on avance, pour se révéler à nous-mêmes, mais surtout à lui-même, et définir sa propre image. On jongle entre le synthétique et l'authentique. Le personnage est tel le cinéma, un spectacle qui divertit mais dissimule derrière le décor et les apparences une histoire plus profonde, mais aussi plus commune. C'est la personne et son histoire, et l'histoire qu'il s'est créée avec son personnage, son costume de super-héros, et ce qu'il véhicule à travers le monde. C'est comme deux vérités, deux identités qui coexistent dans une même réalité. C'est l'image dans l'image, le film dans le film. Mais il y a surtout cette idée de vouloir motiver, captiver, inspirer et émerveiller. Donner un sens à la conviction, la détermination et l'imagination. Au-delà de la comédie musicale et de la superbe interprétation de son acteur, le film va bien plus loin que ça et propose de véritables idées de mise en scène et on y retrouve de belles séquences émouvantes. Dans les trois films, on suit des gens ordinaires dans une vie banale mais qui devient extraordinaire par leur voyage intérieur et l'accomplissement de soi. C'est en quelque sorte les mensonges et les illusions qui transforment la réalité et mènent à la vérité. Ces films mettent en avant le fonctionnement du fantastique, du magique au sein de ce monde, et comment elle façonne et fabrique ce qu'on nomme réalité. Le prochain film est Us ou US de Jordan Peele, dont j'ai aussi fait un retour vidéo et un débat live avec les amis Peggy, Jude Melon et Artopolis. Un film dont on a beaucoup parlé et dont on retiendra surtout les fameux lapins. J'adore la richesse du récit qui s'étoffe à mesure qu'on avance. Son humour, son horreur, sa mise en scène, un véritable film de genre qui prend son temps pour instaurer son ambiance. Il y a tout un discours symbolique, politique, historique et mythologique, et des questionnements sociaux et contemporains. Un film aux multiples facettes et très efficace. Et la thématique du double des jumeaux est l'un des sujets qui me fascine le plus. Pour seulement son deuxième film, Jordan Peele nous livre une sacrée perle. Je ne saurais dire d'ailleurs lequel je préfère avec Get Out. Un réalisateur à suivre. Le suivant est une bonne surprise de cette année, bien que peu l'auront probablement vu, il s'agit de Border.
Un film très spécial qui ne sera clairement pas du goût de tous, avec certaines scènes bizarres ou étranges, mais justement c'est la thématique du film, que de nous confronter à tout ce qui dérange, les normes, les formes, ce que la société a décidé à l'avance pour nous. L'enjeu est de jouer et jongler sur la notion de frontière, celle entre l'humanité, l'animalité, la nature, la culture, l'acquis et l'inné, ou encore le beau et le laid, ce qui est considéré ou rejeté. C'est hallucinant la manière dont le réalisateur est parvenu à combiner toutes ces oppositions et tous les aspects des frontières qu'il parvient à fondre, mélanger, et tout fait corps. Le fantastique est parfaitement intégré au sein de la réalité concrète, ça en est presque troublant. C'est un conte, une fable qui prend à revers toutes les romances hollywoodiennes, dans une quête de son origine profonde, qui n'est perceptible qu'à travers les sens qui eux seuls ont accès à l'invisible, de ce que le monde a repoussé, ignoré. C'est un film assez fou et viscéral, tant la monstruosité finit par devenir la plus grande beauté de ce film. Les prochains films sont aussi de très bonnes surprises en un sens, ne faisant partie d'aucune espèce d'attente ou ni même envisagée, il s'agit du Mystère Henri Pic et À couteau tiré. Deux films que j'ai adorés. Henri Pic, c'est l'histoire d'un chef-d'œuvre littéraire qui sort de nulle part. La belle histoire à laquelle on veut croire, mais le doute plane auprès d'un critique, et c'est ce doute qui engendre une nouvelle branche de l'histoire, qui va permettre de plonger au cœur d'un mystère pour le démystifier, tout en dessinant à mesure la notion même du mystère. Car dans tout ce qui est faux, il y a une vérité qui se dissimule qu'à ceux qui auront la volonté de progresser dans le train de la vie. Le film fonctionne par son ingéniosité et son intrigue bien ficelée, jonglant entre les fausses pistes, les faux semblants et ses dialogues intelligents. Le film se passe de plus en Bretagne, faisant l'opposition de la grande ville parisienne, que du bon. Et non, il ne pleuvait pas pendant le film. On n'est pas dans le cliché, mais dans la sobriété. Et À couteau tiré est une véritable prouesse de cinéma. C'est élégant, maîtrisé, plaisant et puissant à suivre, et juste d'une redoutable efficacité. Sans parler de la brochette d'acteurs, tous plus bons les uns que les autres. Le film est séquencé en plusieurs étapes qui progressent en même temps que notre observation et réflexion sur l'enquête. Et même si vous pensez trouver rapidement la solution, ce n'est qu'une partie de la résolution. Le film va encore bien plus loin que ça, montrant la véritable nature d'un enquêteur et sa quête de la vérité. La métaphore du donut, c'est à la fois comique et juste magnifique, de quoi faire trembler celle d'Inception. J'aime énormément les enquêtes, les mystères, les énigmes et puzzles, et considère chaque film, chaque œuvre comme une forme d'enquête à part entière, dans laquelle on va se plonger pour dénicher toutes les richesses en dénouant tous les fils de la psyché humaine. On navigue entre les émotions, la réflexion, l'imprévisibilité, la logique, toutes les frontières du possible et de l'impossible. Et un meurtre, comme c'est le cas dans les Agatha Christie, n'est pas une fin en soi, mais le commencement de tout. Là où on va découvrir et approfondir des personnages, leurs apparences, leurs différences, leurs histoires passées et oubliées, toutes les émotions et frustrations que chacun porte avec lui et sur lui. L'enquêteur, le personnage principal, n'est que la cellule d'un corps, d'un esprit. La conscience qui cherche le sens, la cohérence, et qui trouve toujours son chemin. Comme le fil d'Ariane qui met en lumière tous les recoins de l'obscurité pour lui apporter toutes ses vérités. Et on parle de cette quête de la vérité à travers les deux prochains films. Ma vie avec John F. Donovan, qui raconte toutes ses difficultés à être soi-même par les principes de la norme, avec cette volonté de s'intégrer tout en devant sacrifier une partie de son identité. Ce qu'on doit être plutôt que ce qu'on est. C'est comme courir après un rayon de soleil caché derrière un nuage sans parvenir à l'atteindre. Il y a cette idée de s'endormir pour tout recommencer à travers un autre soi-même, une nouvelle génération. C'est un apprentissage et un passage vers l'âge adulte, tel un conte de fées qui laisse place à la réalité. Un récit personnel et universel sur la quête de soi, de son identité, dont l'une est cloisonnée et l'autre libérée. Quelque part, le destin de ces personnages font complètement écho au titre du film suivant, dans lequel on trouve des thématiques communes, Douleur et gloire d'Almodovar.
avec une scène d'intro très particulière mais qui nous fait le constat immédiat du recul lucide et limpide de son auteur, mais aussi de son acteur, avec une sorte de double mise en abîme. Un Antonio Banderas juste magnifique et bluffant. Quand on pense qu'ils ont pratiquement débuté ensemble leur carrière, c'est une finalité assez symbolique que de les retrouver ensemble après tout ce chemin. Il ressort beaucoup d'émotion et d'humanité de ces deux films. L'histoire d'une vie, d'une autobiographie, à la fois pour Almodovar et Dolan, que l'on retrouve en chaque personnage. Dolan d'ailleurs avait lui-même écrit une lettre à son idole quand il était petit et n'avait jamais eu de réponse. Une idole très connue d'ailleurs et considérée comme l'un des meilleurs acteurs actuels. Les deux prochains films proviennent du pays que l'on surnomme le Matin Calme. Le premier est une évidence avec le très brillant Parasite d'un réalisateur que j'affectionne depuis ses débuts, Bong Joon-ho. Avec ce film, il interroge et questionne la vie et la place de chacun au sein d'un même écosystème, que ce soit dans les broutilles du quotidien que dans les hautes aspirations de la société, tout y passe. Les valeurs, l'éthique, la morale, l'amour, la croyance, où tout se retrouve être une forme parasite d'une autre. C'est un film surprenant dans tout ce qu'il propose, images, son, mise en scène, le traitement et l'avancée de l'histoire, la gestion de la tension, de l'émotion, de la réflexion ou même de l'action. Tout est calibré et dosé à la perfection. Il est parvenu à prolonger son cinéma dans un film accessible pour tous et rempli de thématiques, de métaphores dans laquelle chacun peut s'y projeter. Il y a un petit côté us dans la critique sociale que l'on retrouve aussi un peu dans le film Captive State. Et le second film est Le Gangster, le flic et l'assassin. Un film au rythme soutenu avec des scènes d'action, des répliques corsées et parsemées d'humour noir. C'est un film qui peut paraître assez classique et déjà vu au premier abord, et il l'aurait été s'il n'y avait pas eu trois personnages principaux, qui ajoutent de ce fait une nouvelle lecture plus profonde qui se superpose sur l'opposition du flic et du gangster. Deux personnages qui sont dans les rouages du quotidien avec des envies, des besoins, des réactions émotionnelles identiques, faisant finalement du gangster un personnage tout à fait intégré à la société. Et ce troisième concept, troisième personnage qui échappe à toutes les règles, tous les genres, toutes les classifications, ne vivant que du présent, sans aucun plan, faisant de lui un élément imprévisible et insaisissable. Un film porté par trois acteurs excellents dont la carrure, le physique colle à merveille à ce qu'ils représentent. Le prochain film est très récent, il s'agit de The Lighthouse, vu avec les amis Jude Melon, l'endimanché du ciné et Nico Ciné, avec qui nous avons fait un petit retour vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'est un film très particulier avec un rythme et une image qui en déconcertera plus d'un, et servi par un duo d'acteurs qui brillent dans leur jeu et dans certains monologues tout simplement dantesques. Un film inquiétant et effrayant, fait d'hallucinations, de représentations, dans lequel on pourra y projeter différentes interprétations. Mais c'est surtout une expérience aux multiples sensations et perceptions, dans laquelle on se sent isolé, dans une sorte de fantasme d'éternité. Très mécanique et organique, au point de sentir cette grosse artillerie anxiogène nous ciseler le corps et l'esprit. Et je pense que cette définition collera à merveille pour décrire le prochain film, le terrible Midsommar d'Ari Aster. Âme sensible, s'abstenir. Il peut déranger, choquer, créer de l'inconfort, de l'insécurité, et bouscule, voire bascule le spectateur de l'autre côté du miroir. Tous les personnages ont une épreuve individuelle mais aussi collective, dans laquelle l'humain exprime son libre arbitre de manière anodine, sans voir que tout fait partie d'un plan divin. C'est angoissant et glaçant, horrifique et machiavélique. Il a su instaurer une mécanique universelle dans un contexte ensoleillé et fleuri. Cette opposition de lumière consciente par rapport aux ténèbres inconscientes de son premier film en font deux films miroirs assez hallucinants, montrant que le conte de fées et l'horreur ne s'arrêtent pas à un genre et une forme précise. Ces deux réalisateurs ont une véritable vision sur le cinéma en signant respectivement leur deuxième film chacun. Ces deux films sont un exemple typique qui fonctionne aussi bien intellectuellement qu'émotionnellement,
car ayant toutes les grilles de lecture, je ne me pose aucune question sur ce dont il s'agit. Et pourtant, ça n'empêche en rien d'être complètement envahi, voire écrasé par la puissance évocatrice de cette ambiance implacable. Le prochain film est un grand voyage contemplatif et réflexif à la quête de soi. Il s'agit du film de James Gray, Ad Astra, dont on a également fait une vidéo retour avec les amis Jude Melon et Peggy. C'est la quête de l'impossible, de l'inaccessible, la poursuite d'un rêve qui n'existe pas et pour lequel on ne peut lâcher prise. James Gray offre une véritable réponse, même un prolongement de son dernier film The Lost City of Z, qui traitait principalement du père. Beaucoup y ont vu le fameux tuer le père, mais ça va tellement plus loin que ça. C'est l'élévation d'un homme qui parvient à se transcender à travers les différentes étapes de la création dont le père en est la manifestation, comme le dernier rempart qui cloisonne son potentiel. Une image qui nous protège de l'effort vers son inconnu. Avec cette idée que l'on soit seul ou non dans l'univers, c'est aussi angoissant que terrifiant. Et ce vide sidéral fait écho au vide intérieur. Ce silence, cette absence, que l'on cherche sans cesse à combler. Et c'est pourtant bien dans ce silence et l'obscurité qu'il trouve sa véritable lumière. Ce film a autant de signification pour le réalisateur que pour Brad Pitt, qui coupe définitivement le lien avec une partie de sa vie pour avancer vers son essentiel, vers des choix qui sont beaucoup plus en accord avec lui-même. Quelque chose de profond ressort de ce film, et de son personnage qui envoie un véritable message d'espoir après ces années d'expérience, d'existence au sein de la machine à rêve. Le prochain film a également des affinités avec l'affiliation parentale, mais davantage pour nous en faire l'apologie de l'hérésie et de la comédie, le fameux Joker. Et si vous n'avez pas d'idée pour votre numéro 1, eh bien demandez un Joker. Si, on peut la faire. Un film où l'on joue sans cesse sur la présentation des choses, sur la perception des personnages, mais aussi des réalités en permanence, nous servant le discours de Christophe dans le Truman Show, qu'il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde que j'ai créé pour toi. Et ce qui est fort, c'est que quelles que soient les potentielles vérités sur le personnage, elles sont toutes effrayantes et dérangeantes. Et au-delà de toutes ces thématiques sociales et politiques, il y a avant tout cette simple et anodine décence d'un homme envers un autre. C'est-à-dire que plus personne n'écoute ou ne se préoccupe des autres. Il n'y a tout simplement plus de considération envers l'autre. Comme on dit, le respect est mort. Tout est commandé, dicté et conditionné. Il n'y a tout simplement pas d'échappatoire à ce grand jeu, ce grand spectacle vivant dans lequel tu dois jouer ou être rejeté. C'est par le masque qui porte le sourire pour divertir, qui tente de montrer que la conscience ou la morale est elle-même une aliénation qui conduit à sa propre destruction. Un personnage qui déconstruit toutes les structures des normes sociales pour revenir à l'origine de tout, mais d'une manière totalement inverse que tous les autres films mentionnés précédemment. Une expression sur le masque social, les apparences à outrance, de l'hypocrisie jusqu'à l'ironie, ou comme on le mentionne si bien, de la tragédie à la comédie. Ce film est un véritable hommage au film de Scorsese, mais aussi à Charlie Chaplin, dont on retrouve à la fois l'inspiration, mais aussi sa proposition artistique. Même s'il s'agit du Joker, il peut se voir comme totalement indépendamment de l'univers DC. Que l'on connaisse ou pas, que l'on aime ou non, ça n'a aucune importance. Puisque le Joker est un archétype de la conscience humaine qui peut s'appliquer partout. C'est un concept à part entière. Ou comme on le dit dans The Mask, enfin évidemment c'est une métaphore, un symbole. Et c'est pour cela que les masques dans l'univers Batman ou même cinématographique ont autant d'impact. Ensuite, nous avons un film japonais, Asako 1 et 2, de Ryosuke Hamaguchi, à qui l'on doit déjà la fresque chorale Sensei, et qui renouvelle son genre dans ce petit film qui ne paye pas de mine et qui pourtant développe avec une grande finesse, justesse et délicatesse les variations amoureuses qui s'étendent à travers le temps, dont les passions et les émotions se répètent, se rejouent sur le visage de nos mirages.
C'est à la fois romantique et poétique, où le réalisme frise le fantastique, jusque dans l'évocation dans l'un des personnages d'une créature mythique du folklore japonais, qui se nourrit de rêves et de cauchemars. Pas de longs discours ou de bavardage, c'est dans chaque geste, chaque regard que se dessine la rivière de nos intempéries, et dont seule la façon de regarder les choses peut en changer le cours. Pour l'avant-dernier, 2 films français qui m'ont totalement charmé. Le premier, Edmond, qui est d'une richesse d'esprit assez folle. Et de scène en scène, on se rend compte que sous une forme ou une autre, pratiquement tous les sujets et toutes les thématiques abordées dans les précédents films y sont présents. La fiction, la réalité, l'illusion, la vérité, le jeu des formes et du hors-norme, les apparences et l'existence, les masques que l'on porte ainsi que le milieu social qui importe, la création artistique, la notion du fantastique, la solitude et la quiétude, le temps qui passe et qu'on ressasse, l'introspectif, le réflexif, la quête de soi et nos futurs choix, la monstruosité, l'identité, l'intime et le sublime. Mais aussi le rapport au hasard et à l'art, la perception et l'inspiration, l'écriture et la littérature, la comédie et la tragédie, la poésie et le génie. Et de l'humour, mais surtout de l'amour au cœur de tout, et qui manifeste l'universalité de toute l'humanité. C'est l'un des premiers films que j'avais vu en 2019 et je savais qu'il se retrouverait dans ce bilan. Mais je ne pensais pas en voir un autre jouant sur le même registre avec autant de richesse, mais en étant surtout touchant et émouvant avant tout. La belle époque de Nicolas Bedos. Un film qui fait preuve d'une grande maturité et qui puise l'émotion dans ce passé qu'on ne peut rattraper. Il nous renvoie à toute notre vie, celle que l'on aurait voulu, celle qui est révolue, cette impression que tout a disparu. Il y a presque un effet à la Interstellar avec Cooper qui regarde les vidéos de ses enfants qui ont grandi. Tout ce temps perdu et qui s'est simplement envolé. Et La Belle Époque est ce film qui nous permet de nous y replonger le temps d'un rêve. Ces 2 films sont passionnés et passionnants, et on sent derrière un véritable amour du cinéma, cherchant avant tout la vérité de l'émotion d'un moment de vraie vie aussi précieux qu'éphémère, l'instant unique et magique où la vie résonne et rayonne en nous. Et pour le dernier film, ce sera Once Upon a Time in Hollywood, qui d'une certaine façon reprend également les thématiques des 2 films précédents. Tarantino nous livre une petite pépite qui est une véritable déclaration d'amour au cinéma qui foisonne et fourmille de détails à chaque instant, tel un musée d'art. C'est un Hollywood de tous les fantasmes qui nous est dépeint, qui nous montre à quel point la réalité est source d'inspiration et que les faits historiques finissent eux-mêmes par être fantasmés par les générations qui suivent, transformés par la perception d'une époque ou de son contexte social. Nombre de scènes semblent assez soft et banales, mettant en avant le spectateur habitué aux sensations, qui y projette sans cesse ses propres désirs, ou pire, ses propres attentes basées sur un savoir. Mais c'est sans compter sur la puissance créatrice d'un auteur qui refuse la médiocrité, le prémédité, et cherche à nous réveiller, nous émerveiller. Car d'un côté, le spectateur cherche constamment le réalisme, être au plus proche du réel, et de l'autre, il jubile lorsque tout part dans un délire fictionnel, oubliant complètement la nature même du cinéma. C'est un très grand film servi par un casting de prestige, où chacun des 2 brille et joue de son propre talent, l'un par la composition de rôles visant la perfection, l'autre dans la cool attitude et le charisme naturel. Et voilà pour le bilan 2019. On peut dire que ce fut une très belle année remplie de films divers et variés. Le cinéma est loin d'être mort et j'ai plutôt l'impression qu'il ne cesse de croître avec d'autant plus de films qui sont produits. Mais que les grosses productions sont principalement celles qui font parler d'elles, car elles sont facilement accessibles, médiatisées et connues de tous. Il est donc plus facile de réagir dessus et d'en parler, là où d'autres films nécessitent un peu plus d'efforts. Mais ne rangez pas les films dans des cases, des a priori selon la production, le réalisateur ou tout le marketing autour. Oubliez vos attentes et vivez votre passion.
Ne vous laissez donc pas impressionner par l'action et le spectacle et cherchez toujours plus loin ce qui se dissimule derrière les formes et les genres du cinéma. Car la plus grande richesse de celui-ci est bel et bien de pouvoir transformer et métamorphoser le regard que l'on porte dessus. Continuez à voir des films en espérant que cette nouvelle année soit aussi riche que les précédentes. Je vous dis à très bientôt et que la magie soit avec vous.